Ce qui compte, c'est le style. Et le style, personne ne veut s'y plier. Ça demande énormément de travail. Et les gens sont pas travailleurs. Et ils ne vivent pas pour travailler. Ils vivent pour jouir de la vie. Alors, ça ne permet pas beaucoup de travail. Il faut beaucoup de foi pour changer une langue. Et les Français n'ont certainement plus la foi de changer leur langue. Non, pas assez de chaleur pour ça. Et la France a passé l'âge de changer d'habitude. Il est donc très certain, presque certain, qu'il n'y a pas changer de style pour me faire plaisir. Ça, il n'y a pas d'histoire. Alors moi, je gratouillerai toujours dans mon perfectionnement, mes raffinements, mais ça ne sert à rien du tout. Une vie, une œuvre, Louis-Ferdinand Céline, proposé par Marion Thibat, avec Frédéric Vitou, Claude Duneton et Arletty. Je ne veux rien devoir à personne. Mais lui, c'est pas n'importe qui. Raison de plus, sacré nom de Dieu. Alors on lui fera un papier, comme si on le connaissait pas. Je m'en fous bien les papiers, bordel de bon Dieu, de nom de Dieu de merde. Mais il nous a jamais trompés. Il me fait chier ton frère, tu m'entends? M'entends-tu, bordel? Il me fait chier même complètement. Ça c'est assez clair. Pas encore plus con que les autres. Et vous me faites tous chier encore plus. Vous m'entendez? Tous. Il devenait si congestionné en prononçant ces paroles qui gonflaient toute la tête. Il soufflait des jets de vapeur. Les mots explosaient à la fin. Elle s'agrippait alors à lui, elle ne le lâchait pas d'un pouce. Elle était butée. Elle le raccrochait dans les ongles. Elle traînaillait tellement la jambe qu'elle se prenait dans toutes les chaises. Elle se cramponnait dans les cloisons. Auguste, oh comme tu m'as fait mal. Comme tu es brutal. Oh ma cheville, ça y est, je me la suis retournée. Il revenait alors à la charge. Il cassait les chaises à coups de pompe. Il passait en folie furieuse. Elle le poursuivait tout de même, où qu'il allait, n'importe où qu'il montait dans l'escalier. Ça l'excédait de plus en plus. Tagadam, de l'entendre taper dans les marches. Il l'aurait viré dans la cage, se serait mis dans un trou de souris. Elle me faisait des signes en passant qui commençaient à fléchir. Il perdait sa def partout, il se faisait rejoindre. Il tenait plus le train. Il la fuyait comme une odeur. Laisse-moi, voyons Clément, je t'en prie, laisse-moi, bordel de vache, saloperie charogne. Vous en finirez donc jamais de me persécuter tous les deux. J'en dégueule de tous vos ragots, bon sang de bon Dieu de merde. M'entendez à la fin? Ah mais nous sommes... La vraie chose, c'est que nous nous sommes connus chez des amis, place du Palais Bourbon. Une amie m'invite et elle me dit, tiens, nous déjeunons en dessous, chez des gens, et là vous allez voir quelqu'un qui vous attend. Et c'est lui, chez ces gens, il y avait des domestiques et tout ça, mais c'est lui qui a ouvert la porte. Et en disant, on s'est dit, Courbevoie, Courbevoie. Ça a été notre présentation. Une belle entrée, il était très très beau encore. Très très beau, très grand, très belle gueule. Et tout de suite, on voyait ses mains. De très très belles mains. De très beaux yeux, un très beau regard, oui. Simonnet, très bien. Hein. Parce que moi, ces trucs de médecins et toutes les saloperies, chier, vous êtes une bande de cons enculés. Non, ça m'épate pas. Je vais loquer mon dab, elle est cloquée, ça m'épate pas du tout, ça. Pas dans ce sens-là. Mais alors, les grandes images de lui, et puis c'est un grand poète, quoi. Même les titres, là. Un voyage au bout de la nuit, c'était déjà un choc. Guignol's Band, Mort à crédit, sont des trouvailles de poètes, ça, il n'y a pas de doute. Nombreux sont les admirateurs de l'écrivain Céline. Aujourd'hui, Céline est désormais universellement reconnu comme l'un des plus grands écrivains de ce siècle, ce qui n'était bien sûr pas le cas il y a 50 ans, à l'époque où Arletty a ressenti pour Le Voyage au bout de la nuit un véritable coup de foudre littéraire. Céline fut un auteur scandaleux en son temps, à cause de son style, ce à quoi il répondait volontiers, chie pas juste qui veut. Je ne peux pas lire un roman en langage classique. Ce sont là des projets de romans, ce ne sont jamais des romans. Tout le travail reste à faire. Leur langue est impossible, elle est morte. Une langue, c'est comme le reste, ça meurt tout le temps. Ça doit mourir. Il faut s'y résigner.
La langue des romans habituelle est morte, syntaxe morte, tout mort. Les miens mourront aussi bientôt sans doute, mais ils auront eu la petite supériorité sur tant d'autres. Ils auront pendant 1 an, 1 mois, 1 jour vécu. Tout est là. Le reste n'est que grossière, imbécile, gâteuse vantardise. Dans toute cette recherche d'un français absolu, il existe une niaise prétention insupportable à l'éternité d'une forme d'écrire. Je ne suis pas méridional, je suis parisien, breton et flamand de descendance. J'écris comme je sens. On me reproche d'être ordurier, de parler vert. Il faut alors reprocher à Rabelais, à Villon, à Bruegel, à tant d'autres. Tout ne vient pas de la Renaissance. On me reproche la cruauté systématique. Que le monde change d'âme, je changerai de forme. Auteur scandaleux à cause de son style, mais surtout auteur maudit à cause de ses thèses ignominieusement racistes, il faut bien dire que Céline continue de déranger aujourd'hui, car on ne sait pas très bien s'il faut juger l'homme ou l'écrivain. Frédéric Vitoux vient de publier chez Grasset une énorme biographie de Céline, mettant ainsi un point final à un gigantesque travail d'une 20aine d'années. Céline est un écrivain pour qui toute l'œuvre a été, au fond, plus ou moins transposée, inspirée de sa vie directement. Si l'on lit Mort à crédit, on a une vision d'une enfance miséreuse, tragique, un père, pratiquement une mère, presque des bourreaux d'enfants, etc. Ce qui n'était pas le cas. Céline naît en 1894 dans une famille qu'on dirait de petite bourgeoisie commerçante. Sa mère, après des différents aléas dans le commerce, a une boutique de dentelle ancienne et de réparation de dentelle au passage Choiseul. Son père est employé d'assurance. Mais c'est pas des gens qui sont dans la misère. C'est un enfant, un fils unique qui est le petit Louis Détouche, qui est élevé gentiment par des parents qui l'aiment bien. C'est un garçon qui fait son certificat d'études. Après le certificat d'études, il ne poursuit pas ses études car pour ses parents, probablement l'idéal de la réussite sociale, c'est d'être vendeur dans un grand magasin ou chef de vente. Ce serait là le sommet de la réussite. Et Céline, après différents emplois comme représentant, comme commis en magasin, décide de devancer l'appel et s'engage dans l'armée en 1912, dans la cavalerie lourde, dans les cuirassiers. Et va venir le premier grand choc décisif de sa vie qui expliquera tout, mais qui vraiment, même l'engagement politique de Céline, c'est la guerre. C'est la guerre de 14 qu'il va connaître donc en première ligne dans la cavalerie. Il va être blessé grièvement, blessé au bras et sans doute à la tête. Ces maux de tête, ouais. Ces maux de tête, probablement il a dû avoir une fracture du rocher non diagnostiquée à ce moment-là. Et le choc de la guerre, de la boucherie de la guerre, va le marquer à tout jamais. On est entré dans la tanière, ça cognait à défaillir les hommes de garde, ça vous fonçait comme odeur dans le fond des narines à vous renverser les esprits. Ça vous faisait flairer tout de travers tellement c'était fort et âcre. La viande, la pisse, et la chic, et la veste que ça cognait à toute violence, et puis le café triste, refroidi, et puis un goût de crottin, et puis encore quelque chose de fade comme du rat crevé plein les coins. Ça vous tournait sur les poumons à pas terminer son souffle. Mais l'autre, accroupi à la lampe, il m'a pas laissé réfléchir. Dis donc, l'enflure, tu veux mes pompes pour te faire bouger? Passe-moi ton nom, ta nature. Tu veux pas t'inscrire toute seule? Veux-tu que je t'envoie une berouette? Je voulais bien me rapprocher de la table, mais il y avait tous les pieds des autres en travers du chemin. Toutes les bottes éperonnées, fumantes, de tous les vautrés dans la paille. Ils ronflaient, tout empaquetés dans le roupillon. Roulés dans leur nippe, ça faisait un rempart compact. J'ai enjambé tout le paquet. Le brigadier me faisait honte. Visez-moi ça l'empoté. Une demoiselle. Jamais vu un civil si gourde. Merde, on nous l'a fait des spéciales. Arrive, bijou. Va suivre pour Céline une vie un peu d'aventure, une vie un peu errante, une vie un peu de bohème. Il va, avant d'être définitivement réformé, connaître Londres, où il travaillera dans une sorte de semi-réforme au consulat de France, au bureau des passeports, et là, il fréquentera sans doute le milieu des proxénètes londoniens, français, des prostituées. Il se marie même là-bas, on l'a découvert il y a peu de temps d'ailleurs, avec sans doute une putain française de Londres pour la mettre en règle avec ses papiers. Et ensuite, il va revenir en France, il va partir en Afrique,
Autre révélation, la guerre comme expérience considérable, l'exploitation coloniale qui va être aussi un énorme choc pour lui, puisqu'il part au Cameroun pour s'occuper de plantations de bois, etc., de caoutchouc, et il va y rester plusieurs mois. Pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, tout à fait, oui, une fois démobilisé. Et il revient en France vers la fin de la guerre. Et là, d'un seul coup, il va s'engager à la Fondation Rockefeller, qui est une fondation qui est créée en France à la fin de la guerre pour lutter contre la tuberculose. Et là, il sera une sorte d'agent itinérant en Bretagne, une sorte de conférencier pour faire de la propagande, pour dire aux gens, lavez-vous, attention à l'hygiène, attention aux microbes dans le lait, etc. Et il va connaître une jeune fille qui est une jeune femme de la grande bourgeoisie provinciale et bretonne de Rennes, la fille d'un professeur de l'école de médecine de Rennes, Edith Follet. Et l'armistice survient, et là, songeant à un mariage bourgeois avec cette jeune fille, il pense aussi à reprendre une vie sérieuse, et il fait des études et il décide de faire sa médecine. Et donc, à partir de 23-24, Céline, mariée, père d'une petite fille, devient docteur en médecine. Mais là aussi, se pose la question, est-ce que va-t-il devenir un médecin traditionnel avec un cabinet bien pépère, bien bourgeois, ou non? Et au fond, Céline est repris à nouveau par le goût de l'aventure, par cette instabilité permanente qui est la sienne, cette insatisfaction du présent, cette urgence, côté homme pressé, homme toujours obsédé par la mort, obsédé par angoissé, et en même temps voyeur de la vie. C'est un homme qui veut toujours regarder les décors, les coulisses, voir ce qu'il y a derrière, tout connaître, et tout connaître même du malheur, hein, comme si vraiment le malheur était la seule vérité de ce monde et qu'on n'en a jamais fini de l'explorer, de le soulager en tant que médecin, mais aussi de l'observer, de l'explorer. Pour parler franc, là, entre nous, je finis encore plus mal que j'ai commencé. Oh, je n'ai pas très bien commencé. Je suis né, je le répète, à Courbevoie-Seine. Je le répète pour la 1000e fois. Après bien des allers et retours, je termine vraiment au plus mal. Il y a l'âge, vous me direz. Il y a l'âge, c'est entendu. À 63 ans et mèche, il devient extrêmement ardu de se refaire une situation, de se relancer en clientèle. Si ou là, je vous oubliais, je suis médecin. La clientèle médicale de vous à moi, confidentiellement, et pas seulement affaire de science et conscience, mais avant tout, par-dessus tout, de charme personnel. Le charme personnel passé 60 ans. Vous pouvez faire encore mannequin, petit show musée. Peut-être intéresser quelques maniaques, chercheurs d'énigmes. Mais les dames, le barbon tiré 4 épingles, parfumé, peinturé, laqué, épouvantail. Clientèle pas clientèle, médecine pas médecine, il écœurera. S'il est tout cousu d'or, encore, toléré. Mais le chenu pauvre, à la niche. Écoutez un peu les clientes au gré des trottoirs, des boutiques. Il est question d'un jeune confrère. Oh, vous savez, madame, quels yeux, ce docteur. Il a compris tout de suite mon cas. Il m'a donné de ses gouttes à prendre, midi et soir. Quelle goutte! Ce jeune docteur est merveilleux. Mais attendez un peu pour vous qu'on parle de vous. Grincheux, édenté, ignorant, crachoteux, bossu. Votre compte est réglé, le babil des dames est souverain, les hommes torchent les lois, les dames s'occupent que du sérieux. L'opinion. Je serais guérisseur, ça irait. Ça serait une façon, et pas bête. Je ferais de mon cabinet mi-Bellevue un lieu de refrétillement des blèches, lourd de New Look, le Lisieux-sur-Seine, vous voyez? Mais le hic, je suis que le petit médecin tout simple. Je serais empirique, je pourrais me permettre. Je peux pas. Ou chiropracte. Non plus. J'ai le temps de méditer, repenser le pour, contre, de réfléchir ce qui me fait le plus de tort, mon complet peut-être, mes grolles, toujours en chaussons, mes cheveux, je crois le plus surtout de ne pas avoir de domestique. Ah, et aussi le pire du pire, il écrit des livres, ils les lisent pas mais ils savent. Je vais chercher les malades, moi-même, les rares. Je ramène moi-même à la grille, je les guide qui glissent pas, il me fera un procès. La glaise, la gadoue, les chardons aussi. Je vais moi-même aux commissions, voilà qui vous discrédite. Je vais aussi porter les ordures moi-même, la poubelle jusqu'à la route. Vous pensez comment je serais pris au sérieux? Docteur pour la petite, dites-moi. Savez-vous, l'intrinsèque de fibres de cœur de morue, une révolution il paraît. Vous savez? Et l'hibernation, ce que vous dites, pour les yeux de maman? Oh, que je réponde ceci, cela kiffe. C'est pas moi qu'ils iront croire. Défiance totale. Je me fais un tort énorme de porter moi-même mes ordures. La preuve? On m'appelle plus docteur, seulement monsieur. Bientôt ils m'appelleront vieille cloche. Je m'attends. Un médecin sans bonne, sans femme de ménage, sans auto et qui porte lui-même ses ordures, et qui écrit des livres en plus, et qui a été en prison, vous pouvez un peu réfléchir? En attendant, réfléchissant,
Si vous m'achetiez un livre ou deux, vous m'aideriez ? L'image traditionnelle qu'on a de Céline, c'est l'image un peu du prophète vociférateur, de Baudon, habillé un peu à la Clochard. Et moi, j'ai souvent parlé avec Edith Follet, qui est toujours là pour raconter encore aujourd'hui des souvenirs de son mari, de son premier mari. Et elle me décrit un jeune homme parfumé au guerlin, avec des belles écharpes blanches, très dandy. Et c'est vrai, ça va tellement pas avec l'autre image de Céline que ça fait que c'est curieux. Et d'ailleurs, moi, il m'arrive parfois de dîner avec les deux époux de Céline, Lucette Détouche, qu'il a connue donc en 36, et Edith Follet. Et c'est très intéressant de les écouter parler toutes les deux, parce qu'au fond, elles n'en parlent pas du même homme. Il y a eu 12 ans entre la séparation de Céline avec sa première femme et la rencontre de la seconde, et le temps a passé, il y a eu une œuvre littéraire qui est venue, il y a eu encore d'autres malheurs, la maladie, les hallucinations auditives, la souffrance, les amertumes, enfin, toute la vie qui est venue écrasante, peser sur Céline, et en même temps le rendre très loin du conformisme bourgeois des années d'après-guerre, d'après la Première Guerre mondiale, je veux dire. Et donc Céline ne va pas rester longtemps médecin traditionnel, il va même pas l'être du tout. Dès la fin de ses études de médecine, voulant voyager toujours, voulant connaître du nouveau, il va trouver le moyen de se faire engager au bureau d'hygiène de la Société des Nations à Genève. À ce moment-là, pratiquement le mariage est pratiquement fini avec Edith Follet, avec qui d'ailleurs dès le lendemain de son mariage il la trompait déjà abondamment. C'est un homme aussi qui, sur le côté érotique, est un homme très curieux, qui est un homme toujours insatisfait, toujours cherchant d'autres expériences et s'en lassant très vite, un peu aussi voyeur, un peu à la fois malheureux, curieux. Je dirais pas, c'est pas un jouisseur de la vie, c'est une sorte d'homme qui a une sorte d'appétit érotique forcené, et en même temps il sait que c'est une sorte de mirage, d'illusion dont il se lasse très vite. C'est assez étonnant, cette ambivalence de Céline sur le plan amoureux, sur le plan érotique. Et cet homme va alors, grâce à la SDN, faire des voyages en Amérique, il va découvrir enfin l'Amérique. New York était un choc terrible pour lui. Et puis, après quelques années à la SDN, il va devenir médecin de banlieue, dans un dispensaire à Clichy. Et c'est ces années-là qui vont le voir, enfin, après différentes tentatives assez malheureuses d'écriture, de pièces de théâtre, attaquer vraiment son premier grand roman, qui est Voyage au bout de la nuit. C'est vrai, t'as raison, somme que j'ai convenu, Considère, mais enfin, on est tous assis sur une grande galère, on rame tous à tour de bras, tu peux pas venir me dire le contraire. Et qu'est-ce qu'on en a? Rien. Des coups de trick seulement, des misères, des bobards et puis des vacheries encore. On travaille, qu'ils disent. C'est ça encore qui est plus infect que tout le reste de leur travail. On est en bas dans les cales à souffler de la gueule, puant, sointant des rousspilles, et puis voilà, en haut sur le pont au frais, il y a les maîtres qui s'en font pas, avec des belles femmes roses et gonflées de partout sur les genoux. On nous fait monter sur le pont. Alors ils mettent leur chapeau de forme et puis ils nous en mettent un bon coup de la gueule comme ça. Bande de charognes, c'est la guerre qu'ils font. On va les aborder, les saligots qui sont sur la patrie numéro 2, et on va leur faire sauter la caisse. Allez, allez, il y a tout ce qu'il faut à bord, tous en cœur. Allez voir d'abord un bon coup et que ça tremble. Vive la patrie numéro 1, qu'on vous entende de loin. Celui qui gueulera le plus fort, il aura la médaille et la dragée du bon Jésus. Nom de Dieu. Et puis ceux qui ne voudront pas crever sur mer, ils pourront toujours aller crever sur terre. Et c'est bien fait, plus vite, encore qu'ici. C'est tout à fait comme ça que m'approuvait Arthur. Décidément devenu facile à convaincre. Mais voilà-t-il pas que, juste devant le café où nous étions attablés, un régiment se met à passer. Et avec le colonel par devant, sur son cheval. Et même qu'il avait l'air bien gentil et richement gaillard, le colonel. Moi, je ne fis qu'un bond d'enthousiasme. Je vais voir si c'est ainsi que je criais à Arthur. Et me voici parti m'engager.
Et au pas de course encore. T'es rien con, Ferdinand, qui me crie, lui, Arthur, au retour, vexé sans aucun doute par l'effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous regardait. Ça m'a un peu froissé qu'ils prennent la chose ainsi. Mais ça ne m'a pas arrêté, j'étais au pas. J'y suis, j'y reste, que je me dis. On verra bien, et navet, que j'ai même encore eu le temps de lui crier avant qu'on tourne la rue avec le régiment derrière le colonel et sa musique. Ça s'est fait exactement ainsi. Céline appréciait particulièrement cette lecture du voyage par Michel Simon, parce que Michel Simon parvenait à rendre compte de la respiration célinienne, de ce que Céline appelait lui-même sa petite musique. À propos de son style et de sa conception de la littérature, Céline a tenu à s'expliquer, notamment dans un disque enregistré à la fin de sa vie, en 1957. Quand je vois un livre, on me demande ce que je fais. Je regarde un livre, j'ai l'impression de gens qui font des grimaces. Ils font des singeries, tout à fait inutiles. Ils ne vont pas directement dans le sujet. Ils tournent autour, ils s'avancent des chaises, ils font des petites grimaces, ils font des prologues, mais ils ne vont pas directement au nerf, n'est-ce pas, à l'émotion. Ça, ils n'y vont pas du tout. Alors, voilà, moi, pour te dire, je regarde les romans de mes contemporains, je dis que ça signifie déjà du travail, mais du travail inutile. Voilà ce que j'en pense. Et alors, parce que ils ne sont pas à la mesure de l'époque, ni dans le ton de l'époque. Et le ton de l'époque, mon Dieu, c'est un ton où il faut tenir compte que le roman, puisqu'il s'agit de roman, puisque c'est là-dessus qu'on me demande de donner ma pensée, le roman n'a plus la mission qu'il avait. Il n'est plus un organe d'information. Du temps de Balzac, on apprenait la vie d'un médecin de campagne dans Balzac. Du temps de Flaubert, la vie de l'adultère dans Bovary, etc., etc. Maintenant, nous sommes renseignés sur tous ces chapitres, énormément renseignés, et par la presse, et par les tribunaux, et par la télévision, et par les enquêtes médico-sociales. Oh, il y a des histoires. Il y en a, avec des documents, des photographies. Oh, mais il n'y a plus besoin de tout ça. Je crois que le rôle documentaire et même psychologique du roman est terminé. Voilà mon impression. C'est une impression. Et alors, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste pas grand-chose. Il lui reste le style et puis les circonstances où le bonhomme se trouve. Proust, évidemment, se trouvait dans le monde. Il raconte le monde, n'est-ce pas? Ce qu'il y voit. Et puis, enfin, les petits drames de la pédérastie. Bon, très bien, bon. Mais enfin, quand il s'agit de se placer dans la ligne où vous place la vie, et puis de ne pas en sortir de façon à recueillir tout ce qu'il y a, et puis de transposer en style. Claude Duneton, écrivain. À mon avis, ça fonctionne par le rythme, par une certaine respiration. Le style, l'écriture de Céline a évolué au fur et à mesure de sa vie, en fait, et de sa vie d'écrivain et de sa vie tout court. Et c'est un petit peu la clé des choses, parce que on dit l'argot, on dit tout ça, c'est pas aussi simple. Céline, il écrit pas vraiment en argot. C'est pas ça qui fait la distinction. Il y a des tas de gens qui ont employé l'argot comme mode d'expression, mais d'une façon complètement voulue. Lui, c'est pas ça du tout. Il emploie à peu près tout ce qui lui vient. Ça peut être aussi bien un mot savant. D'ailleurs, il s'en prive pas du tout. Il balance des mots de médecine à tous les coins de page. Et l'argot vient parce qu'il est là, parce qu'il est nécessaire par rapport aux gens dont il parle, parce qu'il fait partie de la respiration des choses. C'est surtout des tournures populaires, des façons de s'exprimer qui sont des façons de s'exprimer des années 1920 et des années 1930. Ce qui est formidablement distinctif de Céline, c'est l'évolution entre le voyage au bout de la nuit et puis le reste. Alors, je veux dire que le voyage au bout de la nuit, c'est un texte qui est relativement classique. Je veux dire, je parle de la structure des phrases, je parle pas des images, naturellement. Mais le voyage au bout de la nuit,
tranche dans la production littéraire de l'époque, qui n'était pas forcément mièvre, par cette espèce d'explosion d'images, enfin par le contenu, quoi. Pas forcément tellement par la langue, enfin. Et ça commence à évoluer avec Mort à crédit, parce que bon, avec Mort à crédit, là, il commence à patiner. Il parle de son enfance. Il trouve son fameux oral écrit, ou écrit oral, enfin, c'est difficile à savoir. Mais ce que j'ai pu, alors, moi, constater, parce que j'ai fait beaucoup d'enregistrements, pas de Céline évidemment, mais de gens à Paris, de gens originaires de quartiers différents. C'est-à-dire que si on pense, quand on dit bon, les Parigots, ils parlaient comme ça, ils parlaient les Parigots d'où, de quel endroit, parce que maintenant Paris, c'est un magma, mais au début du siècle et jusqu'en 1950, on pouvait distinguer dans les quartiers de Paris. Et c'est très important, je reviens à Céline, il faut que je fasse un petit détour de ça. Par exemple, les gens de Belleville avaient un accent qui était lent, qui était un accent un petit peu traînant comme ça et monocorde, qui venait des influences du Belleville d'autrefois, hors les murs, de l'influence même du dialecte au XIXe siècle. Et puis il y a Montmartre qui est tout à fait autre chose. Et puis il y a la région du centre, la région du centre de Paris, des Halles et tout ça. Il y a la région des anciens ports, c'est-à-dire les ports du Gros Caillou et tout ça. Bon, tous ces gens-là parlaient pas exactement de la même façon, n'avaient pas forcément le même accent. Alors, c'est très intéressant de se dire qu'est-ce que Céline avait dans l'oreille. Parce que c'est pas du parisien. En gros, qu'est-ce qu'il avait vraiment dans l'oreille? Donc moi, je ne connais que les enregistrements qui ont été faits, fragmentaires, par Jean Guénaud, ou par la télé, en fait, ce célèbre machin où il dit ils sont lourds, hein, c'est des marteaux pilons, etc. Et si on écoute ça attentivement, on se rend compte que c'est un petit rythme sautillant qui est vraiment très proche du rythme du centre de Paris. C'est-à-dire, j'ai fait un enregistrement une fois de 2 personnes fort âgées, c'est-à-dire des gens qui ont simplement une quinzaine d'années de moins que Céline, et vraiment originaires de Paris de plusieurs générations, et du même endroit de Paris, c'est-à-dire ce qu'on appelle le quartier du Gros Caillou. C'est là-bas, du côté de la gare d'Orsay, et ces gens, ça m'a frappé, ils avaient le rythme tout à fait de Céline quand il parle, avec cette espèce de choses hachées comme ça, et puis de ton un peu montant, un petit peu chanté. Il était surpris, vous voyez, ce genre de choses, et c'est très illustrant parce que c'est ça que Céline avait dans l'oreille. C'est-à-dire le parler de ces gens, un petit peu passage Choiseul extrapolé, c'est-à-dire de ces gens qui étaient les petits commerçants quand même. Bon. Et en fait, moi, c'est, si vous voulez, ma constatation, c'est vers cette musique-là qu'il a tendu toute sa vie. Cette musique-là, elle n'est pas du tout dans le voyage. C'est à partir donc de Mort à crédit parce que il raconte le passage Choiseul, qu'il se rapproche de ces rythmes-là, et c'est ce qui donne en fait cette espèce de transcription avec les 3 points qu'il a fini par multiplier à l'infini. Je veux dire, jusqu'à des choses un petit peu illisibles, par exemple féerie
pour une autre fois. Bon, féerie, je veux dire, je me le suis farci parce que j'aime tout dans le truc, mais bon, je peux pas dire que ce soit particulièrement bandant, quoi, féerie pour une autre fois. C'est du rythme et du rythme et du rythme. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça devient presque une succession de points de suspension et de points d'exclamation. Voilà, bon, alors là, il est allé au bout d'un truc. Bon, après, dans sa production d'après-guerre, le grand bouquin Sénor, quoi, c'est magnifique. Là, il y a un équilibre magnifique entre quelque chose où il a à dire, où c'est plus de la recherche, et où il reste cette espèce de rythme comme ça, syncopé. Et bon, peut-être qu'on pourrait dire que beaucoup de gens ont écrit justement en essayant de retrouver, sans le savoir, comme ça. Et je pense pas que Céline l'aurait analysé lui comme ça. Je pense pas qu'il était vraiment conscient que sa petite musique c'était la musique de la langue qu'il entendait petit. Il l'aurait dit s'il l'avait pensé. Il gênait pas, il n'y a pas de raison. Mais je crois que c'est ça le secret de sa petite musique. Ce qui compte, c'est le style. Et le style, personne ne veut s'y plier. Ça demande énormément de travail. Et les gens sont pas travailleurs. Et ils ne vivent pas pour travailler. Ils vivent pour jouir de la vie. Alors, ça ne permet pas beaucoup de travail. Et ça demande énormément de travail. Beaucoup, n'est-ce pas? Il y a l'éloquence naturelle. C'est vraiment très mauvais, l'éloquence naturelle. C'est très mauvais. Faut que ça tienne à la page. Pour tenir sur une page, ça demande un très gros effort, n'est-ce pas? Alors là, je trouve que là, il y a quelque chose à faire entièrement. Un style, n'est-ce pas? Un style. Bon. Alors, les styles, il n'y en a pas beaucoup dans une époque, vous savez, sans être bien prétentieux, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3 ou 4 par génération, faut le dire la vérité, parce que si je ne dis pas, personne ne dira. Bon, alors, ils sont des cas dans eux-mêmes, après, ils ne durent qu'un temps. Il y a une notion de la vie, une philosophie générale qui fait que la vie est éternelle, n'est-ce pas? La vie commence à 60 ans, à 40 ans, à 50 ans, non. Alors, elle est passagère, c'est donc le temps qui régit, le temps, l'époque, et il ne dure pas toujours. Alors, on dit, voilà, alors je vous dis, donc, le roman de Céline, c'est agaçant, c'est crispant, etc., parce que ça n'est pas dans le style du Bachot, dans le style admis, le style du journal habituel, le style de la licence, et qui vraiment s'impose formellement, et qui tiennent, n'est-ce pas? Et qui tiendront, je vais vous dire pourquoi, peu à peu. Mais alors, je reviens à ce style. Eh bien, ce style, il est fait d'une certaine façon de forcer les phrases à sortir légèrement de leur signification habituelle, et puis de les sortir des gonds, pour ainsi dire, les déplacer, et forcer ainsi le lecteur à lui-même déplacer son sens, mais très légèrement, parce que tout ça, si vous faites lourd, alors c'est une gaffe, n'est-ce pas? C'est une gaffe. Ça demande donc énormément de recul, de sensibilité, c'est très difficile à faire, parce que il faut tourner autour de quoi? Autour de l'émotion. Bon, alors là, justement, j'en reviens encore à ma grande attaque contre le verbe. Vous savez, dans les Écritures, il est écrit au commencement était le verbe. Non, au commencement était l'émotion. Alors, le verbe est venu ensuite pour remplacer l'émotion, comme le trot remplace le galop, n'est-ce pas? Alors que l'animal naturel du cheval est le galop, et pas le trot. On lui fait avoir le trot. On a fait à l'homme, on l'a sorti de la poésie émotive pour entrer dans la dialectique, c'est-à-dire le bafouillage, n'est-ce pas? La dialectique. Ou les idées. Mais les idées, rien n'est plus vulgaire, n'est-ce pas? Les encyclopédies sont pleines d'idées. Il y en a 40 pages et 40 volumes énormes, n'est-ce pas? Remplis d'idées, très bonnes d'ailleurs, excellentes, qui ont fait leur temps. Mais ce n'est pas la question, ce n'est pas mon domaine. Les idées, les messages, n'est-ce pas? Je ne suis pas un homme à message, je ne suis pas un homme à idées. Je suis un homme à style. Alors le style, tout le monde s'arrête devant, n'est-ce pas? Personne n'y vient, ce truc-là. C'est un boulot très dur, n'est-ce pas? Il consiste à prendre les phrases, je vous disais, en les sortant de leur rang. Ou si une autre image, je cherche de savoir,
Si vous prenez un bâton et vous le faire paraître droit dans l'eau, vous allez le courber d'abord, parce que la réfraction fait que si vous mettez ma canne dans l'eau, elle a l'air d'être cassée, n'est-ce pas? Il faut la casser avant de la plonger dans l'eau. Alors c'est un boulot, n'est-ce pas? C'est un vrai travail, c'est le vrai travail du styliste. Alors ça, c'est très difficile. Et on dit souvent, les gens viennent me dire, oh, vous avez l'air d'écrire facilement. Mais non, j'écris pas facilement, avec beaucoup de peine. Et ça m'assomme d'écrire. Ça en plus, ça me donne beaucoup de peine. Et c'est très dur parce qu'il faut que ce soit fait très très finement, n'est-ce pas? Et très délicatement. Oh, bah ça, vous savez, ça fait 80 000 pages pour arriver à faire 800 pages de manuscrits qui ont l'air où le travail est effacé. Évidemment que le travail est effacé, on ne le voit pas. Le lecteur n'est pas supposé de voir le travail. Lui, c'est un passager, n'est-ce pas? Le lecteur, il a payé sa place. Il a acheté son livre. Il a payé sa place, mettons, il a payé sa place. Bon, il ne s'occupe pas de ce qui se passe dans les soutes. Il s'occupe pas de ce qui se passe sur le pont. Et il s'occupe pas comme on conduit le navire. Lui, il veut jouir. Il veut une délectation. Bon, alors, il a le livre et il doit se délecter. Mon devoir, moi, est de le faire se délecter. Et à ça, je m'emploie. Et je veux donc qu'ils me disent, ah, vous faites ça, c'est facile. Ah, mon Dieu. Mais si j'avais, moi, votre facilité, mais il n'y a pas de facilité du tout dans le Dieu. Ah, mais aucune, rien du tout. La facilité, les types sont beaucoup plus doués que moi, mais simplement, je me mets au travail. Ben, le travail, ils ne mettent pas de boulot, ils ne concentrent pas. Bon, alors voilà, n'est-ce pas, l'aventure. Céline a commencé son premier livre à 38 ans, donc ce n'est pas un très jeune âge pour écrire, mais c'est un homme qui avait connu, encore une fois, les colonies, qui avait connu l'Amérique, qui avait connu les milieux de Londres, qui avait connu la guerre. Et cet homme, avec tous ces paysages, tout ce poids d'angoisse, tout ce tragique derrière lui, qui d'un seul coup se défoule dans ce grand livre qui est Voyage au bout de la nuit, qui reste un des grands livres du siècle, évidemment. C'est vrai que si on ne voit pas quel était le poids, mettons, des conformismes peut-être politiques qui pesaient sur la France de 32, on n'imagine pas à quel point le voyage a pu être un coup de tonnerre formidable. Non seulement parce que c'est quelqu'un qui faisait éclater le subjonctif et les bonnes mœurs, et faire éclater le subjonctif et les bonnes mœurs, c'est grave, hein, mais qui aussi, c'est cette dénonciation du colonialisme, de l'Afrique, de la guerre, dans une France encore un peu molle, un peu avachie, était quelque chose de considérable. Et on comprend pourquoi aussi bien une extrême droite, disons un peu libertaire, que la gauche ait pu d'un seul coup trouver en voyage un livre autour duquel se rallier, car c'était pas si courant qu'un écrivain avec autant de violence dénonce l'exploitation ouvrière, dénonce la guerre, dénonce le colonialisme, dénonce l'Amérique du travail à la chaîne, etc. Et cela en même temps comme une grande voix solitaire. C'était pas du tout au nom d'un parti, au nom de lendemain qui chante. Céline aujourd'hui est connue comme un écrivain, comme l'écrivain Céline. Mais en fait, c'était le docteur des touches et il a dit lui-même que sa vocation, c'était la médecine. Il a dit ça, et puis il a dit aussi parfois, je n'ai pas toujours pratiqué la médecine, cette merde, il écrit parfois dans d'autres textes. Je crois que ce n'est pas du tout de Dr Jekyll, Mr Hyde, hein. C'est pas Docteur des Touches d'un côté, Louis-Ferdinand Céline de l'autre. Ce nom d'ailleurs, entre parenthèses, Céline, il faut le dire, qui était le prénom de sa grand-mère maternelle, et qui correspond pour lui à un monde idéal, car c'est un nostalgique aussi. Pour lui, l'ordre idéal, l'ordre parfait, le monde comme un paradis, c'était le monde d'avant sa naissance, ou au moins le monde d'avant 14, et le monde qui correspond aux années heureuses avec sa grand-mère qu'il aimait beaucoup. Et donc je crois qu'on voit toujours Céline, quand on parle de lui politiquement, on dit ah oui, un fasciste, un adepte d'ordre nouveau, mais pas du tout. Céline est un idolâtre des ordres anciens, je dirais le contraire. Et pour lui, tout ce qui est du présent est quelque chose qui corrompt.
et qui est maudit. Au fond, il y a une sorte de nostalgie extraordinaire de Céline pour un ordre ancien qui était l'ordre idéal, l'ordre d'avant sa naissance. Parce que l'instant où l'on naît, on rentre dans un processus de décomposition, de mort à la fin, on rentre dans le tragique. Le progrès, c'est la mort. Je veux dire, c'est donc le processus vital. Alors, donc, d'un côté, il se réfugie dans le passé, et le passé, c'est l'image de sa grand-mère, c'est Céline, donc. Et de l'autre côté, il privilégie des moments de grâce qui peuvent être par exemple la danse, parce que l'homme se délivre ou la femme se délivre de la pesanteur dans cette pur mirage de l'instant qui est le fait chorégraphique, ou alors dans un peu de la musique parfois, mais un peu moins, ou alors justement l'extase érotique, mais comme une sorte de chose qui échappe au temps. Sinon, le temps, c'est la corruption, c'est la mort, le progrès, c'est l'horreur, parce que les lendemains ne peuvent pas chanter, les lendemains ne peuvent que déchanter encore plus que le présent. Alors, justement, d'un côté, donc, il y a le docteur Destouches, qui est l'homme de la souffrance, qui est l'homme qui observe les hommes dans leur plus grand secret, c'est-à-dire le plus grand secret de la maladie, de la mort, puisque c'est là où il se révèle le mieux. Alors, donc, donc le docteur Destouches, d'un côté, est l'homme de la compassion, l'homme de la... Je crois que c'est vraiment le mot qui convient pour Céline, c'est le mot de compassion, et c'est peut-être le mot lien entre le médecin et l'écrivain. La compassion, c'est-à-dire au sens littéral, donc l'aptitude à souffrir avec. Et je crois que tous les témoignages du Céline médecin, du docteur Destouches médecin, font preuve de cette énorme compassion qu'il avait pour ses malades. Et donc, il y a donc ce Céline médecin qui est au fond un Céline expérimentateur, qui observe, et puis il y a l'écrivain Céline qui exploite et qui réfléchit à ce qu'il a vu. Et au fond, sa réflexion est très désabusée aussi, parce qu'il sait que ça ne sert à rien de vouloir du bien aux hommes. Il se dit à quoi bon, et il écrit. Donc à la fois, écrire pour lui, c'est se couper du monde, c'est se réfugier dans le silence de l'écriture, et dans le silence de ses hallucinations délirantes aussi, parce que c'est un homme de délire, Céline. Je crois que c'est aussi un des mots-clés pour comprendre Céline, c'est le mot de délire. Et en même temps, c'est quelqu'un donc qui se réfugie hors du monde, et qui en même temps exploite aussi hors du monde, dans ce silence convulsif de l'écriture, qui exploite au fond tout ce que le docteur Destouches a vu. D'un côté, c'est l'homme qui veut se cacher, qui ne veut pas apparaître comme écrivain, qui prend un pseudonyme, qui refuse toutes les interviews des journaux, et en même temps qui éprouve une sorte de besoin de crier. Parce que je crois qu'il arrive un moment où le poids de souffrance, le poids de désespoir, l'expérience est trop forte et il faut l'exprimer. C'est un trop-plein de colère. Alors moi je crois que c'est un trop-plein d'émotions, de colère, de compassion aussi, d'indignation. Je crois que c'est un homme indigné, c'est un homme vociférant. Céline, au fond, c'est très curieux, c'est l'homme Céline, l'homme Destouches si vous préférez, est un homme avec qui, je crois, quand on étudie sa vie, avec qui il n'y avait pas tellement de discussion. C'est pas un homme avec qui on parlait, c'est un homme qui se taisait, qui écoutait le monde, qui écoutait les autres, avec encore une fois beaucoup d'attention. C'est un voyeur aussi, un homme qui observe, et parfois c'est un homme qui parlait énormément. C'est un homme assez drôle aussi, Céline, car c'est aussi une dimension de Céline. C'est l'homme qui dans la vie, auprès de ses amis, était parfois époustouflant de brio, de drôlerie. Il avait un sens de la parodie, de la critique, il savait épingler avec un regard terrible les moindres travers des gens autour de lui. Il reprenait leur petit ridicule avec une drôlerie, une férocité, une drôlerie qui mettait en joie tous ses amis. Enfin, Céline, pour les gens qui l'ont connue, c'était parfois, dans ces grands moments, quelqu'un je sais pas, avec une verve pyrotechnique. Enfin, c'était un feu d'artifice prodigieux. Et je crois que dans l'œuvre Céline, il y a aussi ce côté-là, ce côté brillant, enfin tragiquement brillant. Alors Céline, l'homme qui souffre, quand il souffre trop, quand il avait mal à la tête, il quittait ses amis, il partait, il s'allongeait et il écrivait. Donc je crois aussi que pour lui l'écriture, c'est une mise au silence du monde et un repli dans ses propres délires. Ça y est, il paraît que tout change. Qu'on est maintenant dans les façons, la rédemption, les bonnes manières, la vraie vertu. Faudra surveiller son langage. Il y a des décrets aussi pour ça. Je suis passé en correctionnel, faut pas que ça recommence. Surtout, ne dénommons personne. Rien que des idées générales. Madame de Broussol en a bien, les plumiers. Sardines à l'huile, pudibonde, pas à l'eau, Pernod. Je me comprends, c'est l'astuce, parfaitement seule. Je me donnerai pas, je mouille plus du tout, je m'hermétise. Je suis bourrelé de mots secrets, je m'occulte. Et encore tout à fait prudent, tout devient des plus épineux. Il y a des censeurs, des délateurs dans tous les coins, je sais plus où me mettre. Châtions nos expressions. La France est bourrique, c'est plein la commandature des personnes qui viennent dénoncer. Elles vont au parquet ensuite. Le lendemain, elles retournent rue de Rivoli. Au nom de la patrie, toujours. Donner le copain à la copine, comme ça ne perdant pas une minute. Le fiel est
rois. Regardez la gueule du trèpe, c'est du long cauchemar en figure. C'est tout obscène par le visage, partie honteuse, remontée au jour. Châtions nos expressions. Il n'est que temps, bordel de merde, on se méfie jamais assez. Restaurons le respect des chastes, le pleur des vierges, la bave des blèches. Ça va nous redonner la Lorraine, le Palatinat, la Pologne, que sais-je, l'esprit invincible, le triomphe, la gloire de nos armées tordues, l'esprit sacrifesse. Ils vont remonter de la Lozère, nos petits piou-piou, de langue châtiée avec la duchesse d'Israël, tous les ministres ex les plus forts, la vraie anisette d'avant-guerre, tout ce qu'il y a de terrible comme avant. Ils vont nous retourner tout le bastringue, bouter le Hanovre, puis Münster, etc. On jonctionnera avec les Russes, on leur fera un Napoléon, on ramènera le Kremlin en pot. Tant mieux, bougre de Dieu. Hurrah pour nous, pour la frite. On déterrera le Charlemagne, on le rapportera dans un taxi. Il va nous sauver la vertu, la circonspection, le menuet. Céline, vous savez, c'est l'homme sans arrêt des contradictions. Ça qui est terrible avec Céline, c'est on dit quelque chose et il faut aussitôt dire le contraire. C'est l'homme, j'ai dit de la compassion et de l'amour, mais en même temps c'est l'homme qui dans ses écrits pousse les cris de haine les plus insoutenables. C'est l'homme qui peut être parfois d'une générosité totale, mais en même temps c'est l'homme qui a parfois des mesquineries, des radineries colossales. Et c'est l'homme qui a des prudences parfois hallucinantes, qui ne veut pas montrer ses livres à ses amis parce qu'il a peur que ses amis voient ce qu'il pense en faisant confidence de ses livres. Il les combine sans arrêt en faisant attention pour pas heurter. Et en même temps, c'est l'homme des imprudences colossales, et ses pamphlets en sont la preuve aussi. Donc c'est l'homme à la fois prudent et imprudent, d'une générosité absolue et parfois d'une mesquinerie totale. Et pourquoi mesquin? Parce qu'au fond c'est un homme qui ne veut rien devoir à personne. Alors pour ne pas surtout devoir quelque chose à quelqu'un, c'est l'homme du bas de laine, des sous qu'on entasse, des coffres dans les banques. Vous voyez, donc il y a ce côté petit bourgeois aussi, comme ça, un peu rétréci. Il y a un côté petit bourgeois, c'est Céline, c'est un petit bourgeois revu par le délire au fond, Céline. Donc on a toujours ces côtés contradictoires, et en même temps l'homme aussi parfois de la totale déraison, et en même temps pour qui la déraison ne compte pas. C'est ça qui est très curieux chez Céline, c'est en même temps ce sentiment d'écrire parce qu'il a une sorte d'urgence qui le pousse à écrire, et en même temps ce sentiment que écrire est un acte irresponsable. Et ne parlons pas des pamphlets, mais même avant, je prends un seul exemple. Céline donc travaille à la Société des Nations, après avoir fini ses études de médecine. Et là, il y a un homme qui s'appelle Ludwig Rachmann, qui est un homme d'origine juive lituanienne, je crois, enfin d'Europe centrale, qui est un homme admirable, qui dirige le bureau de la SDN et qui a pour Céline une grande affection. Presque, il le considère presque comme un fils. Alors Céline écrit une pièce de théâtre qui s'appelle L'Église. Et dans cette pièce de théâtre, au 3e acte, l'action se déroule à la SDN. Et qu'est-ce qui se passe à la SDN? Céline se fiche de la SDN de manière absolument terrible. Tous les gens qui travaillent à la SDN sont des guignols grotesques, ils sont des guignols tous juifs. Ils appellent Judenzweck, Judenbrock, etc. Et les gens sont tous moqués de manière féroce, comme ça, de guignols terribles, en tant que juifs, sorte de juifs emblématiques. Bon. Et on peut y voir d'ailleurs une sorte de forme d'antisémite terrible. Et Rachmann lui fait la gueule. Et Céline, après, lui écrit, le voit, lui dit mais pourquoi vous n'êtes pas content? Alors Rachmann lui explique pourquoi. Et Céline dit mais enfin, c'est un jeu, ça ne compte pas, c'est un divertissement, c'est littéraire, faut pas prendre ça au sérieux. Comme si, au fond, écrivant n'importe quoi, croyant que c'était sur un plan qui n'avait pas de rapport avec la vie courante, et donc il ne comprenait pas que l'autre se vexe, alors qu'il avait évidemment toutes les raisons du monde de se vexer. Et Rachmann était suffisamment chaleureux, gentil, pour ne pas en vouloir longtemps à Céline, à continuer à entretenir avec lui des rapports très affectueux, rapports qui vont naturellement disparaître à un moment où Céline quittera définitivement la SDN, et où la vie, la politique et les pamphlets antisémites de Céline rompront tous les rapports entre les deux. Il y a Céline le provocateur, Céline le nihiliste, Céline l'écrivain aux yeux si clairs et aux pensées si sombres, comme le décrit Frédéric Vitou, et puis il y a Céline l'antisémite. Après avoir écrit un premier pamphlet anticommuniste, Mea culpa, en 1936, Céline publie coup sur coup, en 1937 et en 1938, 2 pamphlets virulents qui prônent la haine du juif, Bagatelle pour un massacre et L'école des cadavres. En 1941, il publie Les beaux draps, où il laisse libre cours à sa colère contre l'école, contre les fonctionnaires, contre la religion, et où il revient encore et toujours à sa haine du juif. On ne peut pas ignorer ces pamphlets, ils font véritablement partie de l'œuvre célinienne, même si Céline lui-même les a interdits à la publication après la guerre. Frédéric Vitou.
Bagatelle pour un massacre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prévoit, c'est pas du tout les massacres des Juifs comme on pourrait le croire à la lumière de l'histoire. Simplement, Céline prévoit une guerre à venir, une guerre mondiale qu'il juge hélas inéluctable entre le nazisme, entre Hitler et les puissances occidentales. Et Céline veut tout faire pour empêcher cette guerre à ses yeux, et dans une sorte de syllogisme assez élémentaire et qui nous paraît à nous aujourd'hui totalement consternant. Il se dit Hitler est contre les Juifs, donc les Juifs sont contre Hitler, donc les Juifs ont intérêt à pousser à la guerre contre Hitler, donc être antisémite, c'est être contre ceux qui poussent à la guerre. Donc le discours antisémite, comme chez beaucoup de gens avant la guerre, chez Céline, rejoint un discours pacifiste. Ce sont des livres, ces pamphlets antisémites, que l'on a très peu l'occasion de lire, puisqu'on ne peut plus les trouver aujourd'hui. Oui, en bibliothèque, on le trouve un peu sous le manteau, comme ça. Oui, on en a beaucoup entendu parler, dans le fond, mais on a très peu l'occasion de véritablement lire ce que Céline a écrit. Ils les connaissent dans les coins, les secrets de l'opinion publique, les youtres qui dirigent l'univers. Ils ont toutes les ficelles en main. Propagande, or, publicité, radio, presse, petites enveloppes, cinéma, d'Hollywood la juive à Moscou la youtre, même boutique, même téléphone, mêmes agences, même youtre aux écoutes, à la caisse, aux affaires, et puis en bas, rampant au sol, la même masse plastique imbécile, l'arienne étendue de brutes bornées, crédules, divisées, devant, derrière, autour, partout. L'immensité des viandes saoule, la moquette universelle râleuse et grouillante pour pieds juifs. Nous sommes Français de souche, asservis, brimés, opprimés, cocufiés, dépouillés, minimisés, ridiculisés, à chaud, à vif, autant qu'il se peut, admirablement, implacablement, frénétiquement, trahis, il faut ajouter, minutieusement, perpétuellement, inlassablement par nos frères de race arrivistes, les francs-maçons, chiens volontaires des juifs, goinfreurs en toute poubelle, en tout déchet juif, meute à la curée, à la ripaille de toutes les gangrènes d'agonie, éperdus au sifflet des juifs. Chez Céline, effectivement, les arguments sont plus que simplistes, des arguments de petits bourgeois hallucinés. Je crois d'abord qu'il y a chez Céline un antisémitisme de classe. Céline a beau le dénoncer terriblement, avec une acuité, une férocité précise, impitoyable, dans Mort à Crédis, il devient la même chose. Il est aussi ce petit bourgeois élevé dans un milieu antisémite, et ça ressort un jour ou l'autre, et viscéralement, et ça revient naturellement. Alors chez Céline, c'est repris par une sorte de folie, de délire, d'hallucination totale, mais au départ, il y a cet antisémitisme-là. L'excès même participe chez Céline. Il faut bien comprendre ce que je veux dire, parce que faut faire très attention quand on parle de ça. D'une certaine drôlerie. Je veux dire, Céline se veut drôle. C'est dans des livres drôles, quand il parle des hybrides loupés, en parlant des Juifs. D'évidence chez lui, ça allait du pamphlet énorme, et dont l'excès doit, à ses yeux, engendrer certaine drôlerie. Et drôlerie qui est d'ailleurs assez bien perçue à l'époque. C'est-à-dire que des gens qui n'ont aucune raison d'être antisémites, qui sont des gens pour qui le racisme est une chose à réprouver, s'amusent en disant Céline exagère, mais c'est tellement drôle que manifestement il ne faut pas le prendre au sérieux, alors rions avec lui. Et on n'arrive pas à comprendre que en France, avant la guerre, ça reste encore un certain jeu rhétorique qui n'engage à rien de la part des intellectuels. Ils oublient que cette faute absolue contre l'esprit qu'est le racisme peut parfois avoir et va avoir et a déjà en Allemagne un écho terrible de gens qui prennent ça au sérieux. Et ces intellectuels jouent d'un excès terrible, jouent en s'amusant. Parce que Céline s'amuse manifestement. Il délire, il débloque, il déconne, il se met en colère. Et Céline dit, bon, Hitler est contre les Juifs, ok, vive Hitler. Lui qui déteste l'Allemagne, qui est un petit bourgeois qui a fait la guerre de 14 pour qu'il l'Allemand reste l'ennemi héréditaire, le Boche qu'on n'aime pas. Et Céline n'aime pas les Allemands, il leur a toujours dit, je peux pas vous piffrer. Cet homme qui ne croyait en rien, qui ne croyait pas en l'envers de l'Allemagne, se met à débloquer complètement, non, vive Hitler, c'est un pote, etc. De manière totalement folle. Mais c'est pas un antisémitisme, c'est très curieux. C'est que c'est un antisémitisme, je dirais presque... Par certains côtés, c'est pas une excuse, hein, comprenez bien ce que je dis. C'est un antisémitisme abstrait. C'est-à-dire qu'il y a, si vous prenez le roman français d'avant-guerre, de gens qui ne sont pas antisémites, hein, prenez, je sais pas moi, Jacques de la Cretelle, Pierre Benoît, enfin je sais pas tout qui vous voulez, Mauriac, etc. Ce sont des gens qu'on ne peut pas soupçonner d'antisémitisme. Mauriac, bien sûr que non. Mais quand on a l'image d'un juif dans leur roman, c'est l'image toujours du
profil levantin, le côté doucereux, les lèvres un peu luisantes, etc., qui aime l'argent. Chez Céline, c'est pas du tout, parce que chaque fois qu'il y a un juif qui apparaît dans ses livres, même dans Bagatelle, ce sont des gens tout à fait semblables aux Ariens. Mais par contre, sur le plan de l'abstraction, ça devient la folie raciste la plus débridée, sans aucun... Et c'est ça qui est incroyable, enfin. C'est un peu compliqué, parce que on voit ça avec des yeux d'après-guerre, et on voit ça avec des yeux de gens qui ont le massacre de je ne sais combien de millions de juifs dans la tête. Il faut quand même bien se mettre dans la tête qu'en 37-38 et avant, c'est la France entière qui était antisémite et pas simplement le docteur Louis Détouche. Bon. Bagatelle pour un massacre a eu, je crois, un tirage de 200 000 exemplaires. C'est plus vendu que le voyage. Oui, plus que le voyage, plus que... Bon, c'est-à-dire, c'est les grands best-sellers, c'est des trucs fantastiques, vous voyez. Bon. Alors, ça a fait un scandale. Alors, bon, à mon avis, le scandale n'a pas été antisémite. Si on le voit comme ça au premier degré, c'est infect, c'est vrai, c'est abject. Sauf que il s'adresse dedans, il y a une espèce de double jeu, il s'adresse à son pote qui est juif et qui lui dit « Oh, t'es antisémite, Ferdinand, c'est pas bien ». Mais il y a un autre tiroir à Bagatelle pour un massacre, que savent fort bien les gens qui l'ont lu, c'est que la première partie est une espèce de charge de bouffonnerie antisémite, et que la deuxième partie est, on disait à l'époque anticommuniste, elle est anti-stalinienne, c'est-à-dire que donc l'histoire est très rapide. Il est allé là-bas invité après la publication du voyage, etc. Il est allé en URSS. Bon, il y avait des gens qui allaient en URSS à l'époque. On promenait comme des princes, on leur montrait ceci, ils disaient « Ah, qu'est-ce que c'est merveilleux !» et ils revenaient communistes. Alors on avait l'impression que Céline, ça allait jouer à fond. Alors manque de peau, lui, il s'est intéressé à ce que portaient les gens, aux godasses, aux machins, à l'état des hôpitaux, il regardait tout ça. Avec un œil de bonhomme aussi qui aimait le paradoxe, mais avec un bonhomme qui avait quand même vécu dans ce qu'on appelle les classes populaires, parce que ça c'est vrai aussi, qui s'est quand même trimballé toute son enfance, toute sa jeunesse, parmi les commerçants, dans les boutiques, dans les machins, dans les ateliers. Il connaissait ces gens-là. Et il pouvait aller au bout du monde, il n'allait pas se laisser berner, comme quand même certains littérateurs appartenant à une bonne bourgeoisie, pour qui, je veux dire que les prolos ont été aussi étrangers, sinon plus en France même, que partout dans le monde. Ils ne pouvaient pas avoir ça. Bon, on leur racontait, alors ils croyaient de bonne foi. Encore que Gide, il avait eu un petit peu de l'œil aussi. Je veux dire, Céline n'est pas le seul qui avait... Alors, Céline est revenue, on dirait maintenant, anti-stalinien. Tout le dernier tiers de Bagatelle pour un massacre, on ne le dit jamais, n'est pas antisémite. Il ne pleure plus du tout des juifs. Il parle des communistes et il parle de ce qui se passe en Russie. La misère russe que j'ai bien vue, elle n'est pas imaginable. Asiatique, dostoïevskienne, un enfer moisi, à rensort, concombre et délation. Le russe est un geôlier né, un chinois raté, tortionnaire. Le juif l'encadre parfaitement. Rebut d'Asie, rebut d'Afrique, ils sont faits pour se marier. C'est le plus bel accouplement qui sera sorti des enfers. Je me suis pas gêné pour le dire. Après une semaine de promenade, j'avais mon opinion bien faite. Nathalie, elle a essayé, c'était son devoir, de me faire revenir sur mes paroles, de m'endoctriner gentiment. Et puis elle s'est mise en colère quand elle a vu la résistance. Ça n'a rien changé du tout. Je l'ai répété à tout le monde, à Leningrad, autour de moi, à tous les Russes qui m'en parlaient, à tous les touristes, que c'était un pays atroce, que ça ferait de la peine aux cochons de vivre dans une semblable fiente. Et puis comme ma Nathalie, elle me faisait de l'opposition, qu'elle essayait de me convaincre. Alors j'ai écrit à tout le monde sur des cartes postales pour qu'ils voient bien à la poste, puisqu'ils sont tellement curieux, de quel bois je me chauffe. Parce que j'avais rien à renier, moi, rien du tout. J'avais pas à mettre des mitaines. Je pense comme je veux, comme je peux, tout haut. Or, je sais pas si vous vous rendez compte, mais être anticommuniste, là je juge pas des choses, mais être anticommuniste en 38, écrire un truc aussi violemment antisoviétique
en 38, c'était beaucoup plus se faire mettre la mitraillette sur le bide que d'écrire des insanités sur les Juifs. En d'autres termes, en 44, parce que bon, je veux dire, entre 39, c'est pas pour le défendre, le bonhomme, je veux dire, mais quand même, il n'y a pas des écrits, il a écrit quoi, 2-3 crottes pour rien du tout, quelques petites participations, même pas à des journaux, pour un collaborateur fantastique, merci, je en trouverais mieux. Enfin, je veux dire, on peut pas dire que Céline. On peut pas dire que ces actes de collaboration, il y en a pas. Alors c'est quand même marrant. Ces actes de collaboration, ce sont ces écrits antérieurs, lesquels étaient d'ailleurs tout à fait mal vus par les nazis et par le système Hitler et allemand. Il y avait une déclaration d'investigation juive et Céline était venu comme ça. Alors à la fois il aurait pu ne pas venir, mais il vient quand même. Et il s'assit dans le fond de la salle, et il y a une sorte de type bredouillant qui commence à parler à la tribune de la tyrannie judéo-marxiste, etc. Et Céline, excédée par ce guignol, hurle, et la connerie arienne dite en cause pas. Scandale dans l'Assemblée, on se cherche quel est l'intrus absolument intolérable qui dit ça, on tombe sur le voisin de Céline qui est un vieux colonel en retraite, je sais pas quoi, à qui on n'excuse pas ni militari. Bref, ça a été un tel foutoir que ces assises antisémites ont été sabotées par Céline dès le premier jour, et on a plein d'autres anecdotes. Céline va à Berlin, pas du tout pour un voyage de propagande, simplement il va là-bas parce que pour des questions d'argent, à confier à une de ses amies, et il a eu un laissez-passer, et on lui demande de parler aux ouvriers du STO, et il leur dit en substance vous laissez pas faire, les Russes, c'est peut-être je me souviens plus exactement la phrase, mais les Russes, ouvriers français, je vais vous dire une bonne chose, je vous connais bien, je suis des vôtres, ouvriers comme vous, ceux-là, ça voulait dire les Allemands, ils sont moches, ils disent qu'ils vont gagner la guerre, j'en sais rien, les autres, les Russes de l'autre côté, ne valent pas mieux, ils sont peut-être pires, c'est une affaire de choix entre le choléra et la peste, ouais, c'est pas drôle, salut. Et bon, ouais, vous dites qu'il aurait pu être tout à fait incarcéré à ce moment-là. Ah, tout à fait. Mais c'est vrai que s'il avait pas ripé de la rue de Montmartre en 44, c'est vrai que les bons hommes le fusillaient. Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs? Alors là, on s'y perd, où c'est, mais un peu partout. Il dit les FFI, les FFI. Il parle pas des autres résistants. Il dit les FFI voulaient ma peau, etc. Ben, bien sûr qu'ils voulaient sa peau, mais les FFI, c'est pas n'importe quel résistant, vous le savez peut-être. Les résistants, il y avait les résistants de droite, et les résistants de gauche, extrême gauche. Les FFI, les Forces Françaises de l'Intérieur, donc c'était la partie communiste. C'est comme si on dit la CGT. Alors lui, il se gourre pas sur le truc. Il dit, il voulait me descendre, les fifis. Il parle des fifis, il parle pas des autres groupes. Et c'est vrai qu'en 44, retrouver Céline et lui faire la peau, c'était pas à cause de son antisémitisme, soyons sérieux, je veux dire, même les résistants des machins et des trucs, d'abord, ils savaient pas trop les histoires qui s'étaient passées en Allemagne et tout ça. C'est parce qu'il était farouchement c'est passé à cause du dernier tiers de Bagatelle pour un massacre. Vous comprenez, il faut pas se voiler la face et faire semblant. C'est le dernier tiers de Bagatelle pour un massacre qui n'a rien d'antisémite, particulièrement antisémite, qui lui valait tous ses malheurs. C'est pas tellement d'avoir dit des conneries sur les Juifs. Ce qui est très curieux, des millions d'autres gens. Ce qui est très curieux tout de même, c'est que ce n'est pas ce que l'histoire a retenu. L'histoire a retenu de Céline et du scandale Céline. C'est l'histoire provisoirement. L'histoire, elle n'est pas encore faite, chère madame. Je veux dire, nous sommes juste le lendemain. D'ailleurs, il y a une chose. Dans ce débat, était-il antisémite ou l'était-il pas? Je crois que, bien sûr qu'il était antisémite comme tout le monde. C'est toute cette pensée extrêmement primaire de Céline, parce que c'était un penseur médiocre, c'est un écrivain fantastique, mais oui, penseur médiocre, avec des intuitions fulgurantes dans d'autres trucs. C'est encore plus compliqué que ça. On peut pas dire, en résumé, en disant que c'était un con. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon, je veux dire, on peut dire que on peut dire n'importe quoi. On peut dire il a manqué de chance en disant bon bah il a écrit un truc qui s'est réalisé par la suite, alors ça la fout mal. Bon,
c'est un peu simple aussi de dire ça. Je crois qu'il était vraiment antisémite, comme tout le monde, peut-être moins que certains, mais il est très brillant. C'est un antisémite brillant. Voilà. Vous comprenez que c'est une oscillation de préoccupations généreuses, de tas de choses. Par exemple, bon, il s'est gouré en ce qui concerne le nazisme avec des milliers, des centaines de milliers d'autres gens, sauf que lui, il avait des préoccupations de santé, du corps, de machin, que les nazismes étaient végétariens. Je veux dire, lui, il bouffait des carottes râpées, il buvait pas d'alcool, Hitler non plus. Ça a l'air de rien, mais il faut voir l'histoire dans son contexte. Il faut pas enlever des morceaux. Si on enlève des morceaux, on comprend plus. Vous voyez, c'est facile à ce moment-là de dire, ah ben tiens, machin, il a marché dans cette combine, il était vraiment débile. Pas forcément, c'était le type qui en 37, 38, etc., le type qui avait des soucis vis-à-vis des êtres humains, enfin même des soucis très généreux. Il était obligé de se dire, qu'est-ce que c'est cette fabuleuse réussite de ces gens qui enlèvent la tuberculose, qui font du sport, C'était attrayant d'une certaine façon, cet aspect-là du nazisme. Bon, il luttait contre les maladies, dans les dispensaires pour lutter contre la tuberculose, contre les trucs comme ça, et il y avait des gens qui organisaient ça sur le plan d'une nation. Il faut bien voir qu'un Toubib engagé dans ce combat-là à l'époque, et merde, il est obligé de réfléchir. Je pense qu'un intellectuel qui écrit, tout a de l'importance, et sinon c'est pas un intellectuel. Mais malgré tout, chez Céline, il y avait ce jeu tout à l'heure d'irresponsabilité dont on parlait, qui était celui de l'écriture. Il ne se rendait pas compte, et c'est pas, encore une fois, je ne suis pas l'avocat de Céline, est mort il y a 25 ans, moi je m'en fous, l'homme il est mort, j'ai pas à juger l'homme, les idées sont inqualifiables, on le sait, on ne le redira jamais assez, on ne transige pas avec l'antisémitisme, que ce soit bien clair, bien net, hein. Mais c'est vrai que pour l'homme, il pensait que ça n'avait pas d'importance, il se rendait pas compte, mais regardez Céline après la guerre, lorsqu'il est en exil au Danemark, il y a toute une procédure qui est engagée contre lui, il est menacé d'un jugement, il va être même jugé par contumace, il n'ira pas, et il écrit des lettres de défense au juge d'instruction chargé de son cas, puis après au juge qui va juger en cour de justice, et il leur dit des phrases mais incroyables. Enfin, on se dit mais on rêve ou quoi. Il écrit par exemple, c'est pas du tout un jeu littéraire, là c'est un texte et pour le tribunal, il écrit littéralement, les Juifs devraient m'élever une statue pour le mal que j'aurais pu leur faire, que je n'aurais pas fait. Autrement dit, mais vous vous rendez pas compte, moi que je me suis amusé à faire des trucs avant la guerre, bon c'était des grands délires dans un contexte donné, mais vous vous rendez pas compte le mal que j'aurais vraiment pu leur faire, si j'avais voulu, j'aurais pas fait, mais vous devriez m'élever une statue, dit-il aux Juifs. Enfin, alors les Juifs qui sont remis d'un cauchemar comme on n'en connaît pas dans l'histoire, ou pratiquement aucun de ces... Et il écrit ça, comme ça. Normalement, il y avait simplement, dans le problème du Céline jugé après la guerre, une sorte d'étrange paradoxe qui voulait que Céline devait être condamné parce que c'était l'antisémite le plus forcené, le plus emblématique que la France ait connu, et donc dès l'instant où la résistance et la libération devaient se justifier contre l'occupation, il fallait condamner l'homme qui était l'antisémite pur, qui était Céline, et en même temps les écrits de Céline étaient des écrits d'avant-guerre pour l'essentiel, et donc on ne pouvait pas condamner juridiquement rétroactivement quelqu'un pour des écrits parus avant la guerre. Et c'est ce que Céline disait, quand on l'a pressé de collaborer sous l'occupation, lorsqu'on l'a même, semble-t-il, suggéré de s'occuper du commissariat aux questions juives et qu'il a refusé, car ce n'était pas un homme de journaux, ce n'était pas un homme d'engagement. Il avait répondu en substance ce que j'avais à dire sur les juifs, je l'ai dit avant la guerre, sous les gouvernements du Front populaire. Je l'ai dit sous Blum et Mendel. Quand je l'ai dit, moi les juifs étaient au pouvoir. Mais c'est pas maintenant le dire que les Allemands sont occupés. Ce qui était très bien. Mais c'est pas si simple que ça. Parce que sous l'occupation, Céline n'écrit aucun article rémunéré. D'ailleurs, n'a jamais de sa vie écrit un seul article dans un journal rémunéré, mais envoie des lettres à des rédacteurs en chef où il ne renie pas non plus ces textes antisémites. Et même, je dirais presque, continue à dire, mais alors qu'est-ce que vous foutez, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il y a une exposition anti-juive en France faite au Palais Berlitz, et il se plaint parce que ses livres ne sont pas en vitrine. Enfin, vous voyez, encore une fois, on retourne dans toutes les contradictions de l'homme qui ne veut pas s'engager, mais qui quand même ne renie rien, et qui ne comprend rien. Même dans ça qui est formidable, c'est qu'il ne voit rien. C'est un prophète qui ne voit rien.
Bagatelle, je devais en crever. C'était aussi entendu à Londres qu'à Rome ou Dakar. Et 10 fois plus encore chez nous, là, Sigmaringen sur Danube, le refuge des 1142. Si j'étais pas Oxy, alors, c'est que je jouais vraiment le double jeu, que j'étais Fifi, agent des Juifs. De toute façon, j'y coupais pas. Avec les livres qu'il a écrits. En plus, que les 1142 escomptaient bien leurs petites veines, que je paierais pour tous, que tout se passerait très gentiment grâce à moi. Ils rêvaient déjà tous pantoufles, retour dans leurs meubles, grâce à moi. À moi les supplices gratinés. Avec les livres qu'il a écrits, pas eux. Eux, humains, pépères et gris-gris. Moi, qui avais à expier pour tous. Avec les livres qu'il a écrits, moi qui rassasierais Moloch. Bien la vie de tous, j'y couperais pas. Du dernier cloche grabataire, crevard, fianteux du Fidélis au très haut Laval du château, c'était immanquable. Ah, vous n'aimez pas les Juifs, vous, Céline. La parole qui les rassurait, que c'était moi qu'on allait pendre, sûr, certain, mais pas eux. Ah, cher, eux. Les livres que vous avez écrits, ce que j'ai adouci d'agonie de trouille avec Bagatelle, juste ce qu'il fallait, ce qu'on me demandait, le livre du bouc, celui qu'on égorge, d'épaisse, mais pas eux du tout, douillet, eux, non, jamais, plus un seul anti-juif d'ailleurs dans les 1142, plus un, pas plus que Morand, Monterland, Mauroy, Lazareff, Laval ou Brinon, le seul qui restait, ma gueule, bouc providentiel, je sauvais tout le monde par Bagatelle, les 1142 mandats, comme j'ai sauvé de l'autre côté Morand, Achille, Mauroy, Monterland, Tartre. L'héros providentiel con, moi. Le mot maudit est le mot qui vient à l'esprit pour parler de Céline. C'est pas un écrivain maudit de son temps, parce que son premier livre l'impose d'emblée. Et le succès ne va jamais cesser d'accompagner Céline. Alors, il y a le problème politique que nous connaissons, la malédiction politique et intellectuelle, légitime d'ailleurs, qui va peser sur Céline après la guerre. Mais à partir de 58, on commence à reparler de Céline, de son vivant. Et très vite, le poids de Céline, même après sa mort, 61, l'importance écrasante de Céline balayera toutes les légitimes suspicions que l'homme, ou du moins c'est des idées de l'homme, avait pu faire naître. Et aujourd'hui, on voit que Céline est un des écrivains les plus lus, les plus traduits. Et que cette malédiction, il a émis des idées maudites. Mais l'homme, finalement, a connu un purgatoire relativement peu important. Peut-être 10 ans à peu près, maximum. Céline, on dit toujours l'homme de la violence, l'homme des cris, mais c'est aussi l'homme des murmures. Et il y a des passages de pure poésie féerique. Il y a une scène là, qui me semble tout à fait typique aussi de la problématique célinienne. On parle de la légèreté tout à l'heure, puis les hommes sont lourds, et il y a une sorte de grève de légèreté. Et parmi les rêves de Céline, qui était moitié normand, moitié breton, il y avait la mer. On n'a pas parlé de la mer, et je crois que c'était aussi quelque chose. Céline avait une passion pour Londres, ou pour l'Angleterre, une passion pour la Bretagne, pour les bateaux, les navires. La plus belle métaphore qu'on pouvait faire pour parler d'une femme, c'était un trois-mâts, c'était le sommet de la beauté. Et il y a une image, un passage qui est très beau dans ce livre, Le Pont de Londres, où il décrit des bateaux au port et qui sont amarrés au port, et il décrit ces bateaux qui pourraient s'envoler s'ils n'étaient pas liés par la pesanteur des hommes au port. Et il écrit ceci, je trouve ça très beau: le plus tragique, c'est les filins qui retiennent le navire par les bouts, gros comme il est, énorme en panse, il est léger, il s'envolerait. C'est un oiseau. Malgré les myrions de camelotes dans son ventre en bois, comble à en crever, le vent qui lui chante dans les hunes l'emporterait par la ramure, même ainsi tout sec, sans toile il partirait. Si les hommes s'acharnaient pas, le retenaient pas par 100 000 cordes souquées à rougir, il sortirait tout nu des docks par les hauteurs, il irait se promener dans les nuages, il s'élèverait au plus haut du ciel, vive harpe aux océans d'azur. Ça serait comme ça le coup d'essor, ça serait l'esprit du voyage, tout indécent. Il n'y aurait plus qu'à fermer les yeux, on serait emporté pour longtemps, on serait parti dans les espaces de la magie, du sans-souci, passager des rêves du monde. C'est pas autre chose, des miracles. Je ne suis heureux que près des bateaux. C'est ma nature, j'en veux pas d'autre. Mais là aussi, toujours dans le même principe. Oh, bien trop poignant souvenir, grandeur, misère, charge du large, Dundee, goélette, Cotre-à-l'Embrun, mort les aliges, mort le charme, évaporé cavalerie mousse, eau, flot, grondant à recouvert. Adieu Cardiff, gras et de poisse, pelle à charbon, bourrant d'écume. Adieu phoque fou et brigantine, adieu vague libre et devant. Non mais en passant, on peut aussi jouer sur les allitérations, les mots qui se renvoient parce que les syllabes se correspondent. Il y a une sorte de... Là vraiment, on sent... Bon, c'est un extrait. La musique célinienne, où la sonorité est plus forte que le sens même du mot.
Et même dans les pamphlets, moi j'avais cité par exemple dans les pamphlets de Céline, jamais ils n'ont rien enculé, reculé, basculé, masculé, rien du tout. Ces perruchets pas uniformes, pas la moindre miche boniche, la moindre complicature des sourcils rabibochés, le plus frêle litige mitigieux, rien du tout, jamais, miteux, miro. Bon, vous voyez, on voit bien le miteux, miro, enculé, reculé, basculé, masculé. Pof, c'est une sorte de torrent de mots qui rebondissent, qui ricochent, une sorte de ruissellement euphonique uniquement. Ça c'est typiquement de célinien. Enfin, à quel point ce trivial, ce convulsif, cet ordurier de Céline devient une sorte de pépite d'or chez lui par ses infimes déplacements du sens, ces mots inventés, ces nouveaux néologismes qu'il crée, ces mots valises, cette respiration qui fait que tout ça devient une sorte de pur mirage. Et c'est pourquoi Céline n'est pas du tout un écrivain argotique. Bon, d'un château l'autre, le titre du livre, c'est rien, la trouvaille, elle est minuscule. Elle consiste à supprimer le A dans l'expression d'un truc à l'autre. Bon, c'est tout, il supprime le A. Mais cette toute petite invention minuscule qui consiste à supprimer le A, c'est prodigieux comme invention. Ça crée une sorte d'accélération de la phrase, de glissement, pof pof, on saute d'une chose à l'autre avec une sorte de vitesse, d'accélération du langage, la phrase est lancée, l'image s'impose, la rencontre pof des deux choses qu'on met en balance ou en succession, et c'est tellement évident que maintenant, ça y est, depuis Céline, tout le monde est d'un truc l'autre. C'est gagné. On peut pas ouvrir le journal, un titre de Libération, de l'Observateur, n'importe quoi, c'est toujours d'un truc l'autre, d'un auteur l'autre, d'un machin. Donc c'était une invention minuscule, comme dirait Céline, aussi minuscule que le bouton de colle à bascule. Tout à l'heure vous disiez qu'il avait retrouvé cette petite musique du parler de son enfance. Mais est-ce que c'est une invention? Non, moi je vois pas ce qu'il a inventé, franchement. Bon, parce que la langue populaire dans l'écrit, ça a toujours existé, je veux dire, ça a toujours existé. Il y a des œuvres au XVIIIe siècle, surtout à partir du XVIIIe siècle. Bon, au XIXe siècle, il y a toute l'œuvre de gens comme Jehan Rictus, sans parler de Bruant, qui est connu, qui ça même quelquefois un petit peu faux et un peu limite, Bruant. Mais Jehan Rictus, c'est un bonhomme c'est un pré-célinien, Jehan Rictus. C'est très intéressant parce qu'en plus ils avaient un petit peu le même caractère de chien, vous voyez. Il y a des gens comme ça. Il faut pas oublier que, bon, la guerre de 14 a fait brasser, la guerre de 14-18, elle a brassé les gens, ces gens qui avaient des parlers, les uns méridionaux, les autres qui parlaient ch'timi, les autres qui parlaient breton, etc., etc. C'est un bouquin qui s'appelle Gaspard, qui est d'un bonhomme qui s'appelle René Benjamin. Ce livre est paru en 1915 et raconte la guerre des tranchées par un parigot. Bon, avec une langue de tranchée totalement authentique, c'est-à-dire que il y a là des termes inventés dans les tranchées qui apparaissent par écrit pour la première fois. Ça a eu le prix Goncourt, incidemment, c'est le prix Goncourt 1915. Il y avait le Figaro qui publiait des lettres de tranchées, des lettres de poilus dans un parigot tout à fait fantastique. Je veux dire que c'est des gens qui pensent de bonne foi qu'il n'a jamais existé que Verlaine et puis Apollinaire et puis je sais pas quoi encore, moi, Breton, tout ça, et qui pensent que Céline arrive là-dedans comme une bombe. On n'avait jamais entendu ça, mais pas du tout. Il y avait plein d'autres gens qui écrivaient dans un langage, en employant le langage populaire, en employant le parler. Sauf que Céline, il était génial, quoi. Donc, il a fait ça génialement et mieux que tout le monde. Et puis qu'il avait sacrément des choses à dire. Que ce soit une rupture de quelque chose, c'est une floraison. Pour moi, c'est pas une invention comme ça de rien du tout. C'est une floraison. C'est une floraison d'un genre d'écrit. Il représente un des aboutissements d'une façon d'écrire, mais en plus que à laquelle je me suis en plus particulièrement intéressé et dont je peux assez bien retracer l'histoire depuis le début du XVIIIe siècle. Il est unique en ce sens, je veux dire comme Proust. Proust, à mon avis, ce sont les deux grands romanciers français du siècle, Proust et Céline.
et ils sont à l'opposé l'un de l'autre. Oui, ils sont. Eh ben moi, je pense pas qu'ils soient à l'opposé l'un de l'autre. Vous voyez, pas du tout. Je pense que chacun travaille à sa musique et en fait fait le même boulot. Moi, je les vois très proches, sauf que c'est pas le même rendu, c'est pas le même grain, c'est pas la même musique, c'est pas la même peau, ils racontent pas les mêmes histoires, et c'est pas les mêmes gens. Ils font le même boulot. À mon avis, oui, leur démarche est tout à fait, je dirais, identique. Et puis alors, je veux dire, bon, très bien, n'est-ce pas? Il met 3 points. Vous savez, 3 points, les impressionnistes ont fait 3 points. Vous savez, Seurat, il mettait les 3 points partout. Il trouvait que ça aérait, ça faisait voltiger sa peinture. Ben, il avait raison, cet homme. Ça n'a pas fait beaucoup école. On respecte beaucoup Seurat, on l'achète très cher, mais enfin, on peut pas dire qu'il ait fait des petits. Je crois pas que, moi, on me suive beaucoup. N'ayez pas peur. On en prendra un petit bout par-ci par-là, mais pas beaucoup, non. Un petit peu, c'est trop dur. Les Français, ben, ils sont soudés. Ils sont soudés au style Voltaire, qui lui-même fut copié clairement, ce qui est une jolie forme d'ailleurs, copié par Bourget, copié par Anatole France, et puis finalement copié par tout le monde. Mais on est resté soudé à un style, parce que je crois que pour avoir un nouveau style, il faut une civilisation très neuve, très forte plutôt. C'est très difficile d'inventer des mots et c'est très difficile de changer de style. À ce point que je crois que celui-là est vraiment ce qu'il faut à notre petite civilisation française qui aura duré 400 ans, 3-4 siècles, rien du tout. Et alors, ils sont fixés à ça. Et je peux dire, parce qu'ils n'aiment pas en changer, parce qu'ils n'ont plus la force, la passion qu'il faut pour changer de style. On ne peut pas. Il faut beaucoup de foi pour changer une langue. Et les Français n'ont certainement plus la foi de changer leur langue. Non, pas assez de chaleur pour ça. Je pouvais d'ailleurs trouver plus vulgairement et plus compréhensiblement un exemple dans la publicité des journaux habituels que je lis, les grands hebdomadaires. Je regarde pas beaucoup le texte, c'est pas intéressant. Je regarde les publicités. Moi, elles me donnent bien l'idée de ce que les gens réclament, parce que ça coûte beaucoup d'argent, donc c'est pas fait pour rien. Eh bien, il y a des réclames pour la margarine, n'est-ce pas? Alors, des réclames pour une certaine margarine. Eh bien, je vois une grand-mère et un grand-père. Alors, le grand-père, la grand-mère dit, je vais me servir de la margarine X. Alors, le grand-père qu'on présente, il dit, mais tu es folle. À nos âges, on ne change pas nos habitudes. Voilà. Eh bien, ça, c'est tout à fait le cas, n'est-ce pas, de la France. C'est qu'à nos âges, on ne change pas nos habitudes. Et la France a passé l'âge de changer d'habitude. Il est donc très certain, presque certain, qu'elle va pas changer de style pour me faire plaisir. Ça, il n'y a pas d'histoire. Alors, moi, je gratouillerai toujours dans mon perfectionnement, mes raffinements, mais ça ne sert à rien du tout. Alors, bon, elle continuera toujours à publier du Bourget, du Anatole France, et de la phrase bien filée, etc. Mais pas d'histoire, non. Alors, donc, c'est un coup pour la gloire, c'est vraiment de la vanité. J'en suis l'esclave moi-même, et je vous prie, avec beaucoup de mal. Ceci dit, je n'ai plus qu'à m'en tirer, je crois que j'ai plus grand-chose à dire. Non, merci, ça va comme ça, je crois. C'est un homme qui souffre, Céline. Et cette souffrance-là, je la sens assez bien après des années d'intimité avec Céline. Et cette souffrance-là, en même temps, c'est celle-là aussi qui est passée dans une œuvre, qui est une des œuvres les plus souffrantes du siècle. Dans un siècle qui est le nôtre, qui a vu quand même à la fois l'épanouissement de toutes les idéologies et, depuis quelques années, l'écroulement terrible de toutes les idéologies. Bien sûr, il y a eu les mouvements nationalistes, fascistes, nazisme, etc. Il y a eu aussi les grandes illusions communistes. On a été jusqu'au bout de l'horreur. Or, je me demande, quand je regarde le paysage littéraire français du XXe siècle, quelle est l'œuvre qui est à la mesure de tout ce climat apocalyptique que nous avons vécu. Et je crois qu'en littérature française, la seule œuvre qui me semble à la hauteur de ce cauchemar de l'histoire, de cette barbarie absolue, c'est l'œuvre de Céline. Je crois que l'œuvre de Céline, aussi bien Voyage au bout de la nuit, mais aussi les derniers livres de Céline, La Château-L'Hôte, Nord, Rigaudon, qui évoquent la fin d'un monde, la fin du Troisième Reich, et puis qui débouche sur l'apocalypse avec encore une fois avec un A majuscule. L'œuvre de Céline, qui est une œuvre de solitaire, d'individualisme, paraît la seule œuvre qui est à la fois qui a pris la mesure de l'horreur d'un siècle
et qui a pris cette mesure à titre individuel comme quelqu'un revenu de toutes les illusions des ismes, des idéologies. Or, ça fait de l'œuvre de Céline, au XXe siècle, en littérature française, probablement l'œuvre la plus décisive, la plus considérable. Une vie, une œuvre, Louis-Ferdinand Céline, une émission proposée par Marion Thibat, avec Arletty, Claude Duneton, écrivain, et Frédéric Vitou, auteur d'une toute récente biographie de Céline, déjà considérée comme définitive, publiée chez Grasset. Frédéric Vitou est aussi l'auteur des dossiers Belfond sur Céline, de Bébert, Le chat de Louis-Ferdinand Céline, réédité chez Grasset, et de Louis-Ferdinand Céline, Misère et paroles, réédité prochainement en folio essai. La voix de Céline était extraite du disque festival Leur œuvre et leur voix, enregistré en 1957, ainsi que les voix d'Arletty et de Michel Simon, lisant des extraits du Voyage au bout de la nuit et de Mort à crédit. Les autres textes de Céline étaient extraits de Casse-pipe, D'un château l'autre, Les beaux draps, Bagatelle pour un massacre et L'école des cadavres. Ils ont été lus par Catherine Matelli. Prise de son Jean-Pierre Gerbeau, mixage Mireille François et Claude Jubier, réalisation Isabelle Ihuel.